Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette rentrée et pour cette première session que nous lançons donc avec cette rentrée de septembre. Et l'actualité est effectivement extrêmement chargée, avec donc finalement une étape cruciale finalement qui concerne le décret tertiaire, qui sera le sujet de notre webinaire, puisque en fait cette étape cruciale, c'est finalement après les notes, place à l'action, mais en tout cas, et aux résultats, puisque nous allons essayer de traiter avec ces 45 minutes plus ces 15 minutes de questions qui seront consacrées à la fin, bien sûr, d'adresser ce sujet. Donc, ce webinaire est réalisé par Sobre Énergie, et en collaboration avec le cabinet d'avocats Franklin. Je le disais, l'actualité est extrêmement brûlante. Vendredi dernier, vous le savez, un nouvel arrêté au journal officiel a été publié. Cet arrêté donc marque finalement la fin du cycle de la phase de configuration du dispositif éco-énergie tertiaire. Et là, on va rentrer finalement dans le régime de croisière, le régime tout simplement où finalement tout le monde, tous les secteurs connaissent leurs objectifs aussi bien en valeur relative qu'en valeur donc absolue. Donc 100% des catégories maintenant disposent de leurs objectifs 2030. Donc on va pouvoir, entre guillemets, se focaliser sur le passage à l'action et sur l'atteinte des résultats. Voilà, donc c'est exactement donc l'objet de notre webinaire. Je vous laisse prendre place, vous nous rejoignez progressivement. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre comment donc transformer ces obligations en opportunités, bien sûr, mais de passer de la donnée surtout à la décision et d'arriver à un schéma de pilotage durable de vos organisations, de vos bâtiments, de votre parc vis-à-vis de cette trajectoire, notamment de la prochaine échéance 2030. Voilà, donc je vous propose d'entrer sans plus attendre dans le vif du sujet avec nos intervenants, que je vais simplement vous introduire rapidement. Donc Marois Abid et donc Jérémy Goldblum du cabinet Franklin. Donc juste pour vous présenter juste rapidement Jérémy et Marois en 2 mots. Jérémy, je vous laisse juste rapidement. Oui, pas de problème. Comme je voyais pas Ouais. le web, Ouais. passer. Donc, bon, déjà, On je tiens va à résoudre remercier. ce petit problème, voilà. Voilà. Je tiens à remercier Sobre Énergie pour son invitation pour ce webinaire. Sur le décret tertiaire, avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis donc Jérémy Goldblum, je suis avocat associé au sein du cabinet Franklin. C'est un cabinet d'affaires indépendant full service qui comprend 80 avocats à Paris. J'interviens en droit immobilier, tant en conseil qu'en contentieux. Je conseille des clients institutionnels, des investisseurs, des exploitants français et étrangers, à tous les stades de leurs projets immobiliers en France, des opérations de sell and leaseback, les baux commerciaux, les baux à l'état futur d'achèvement, contrats de promotion immobilière ou sur tout type d'actifs. Merci Jérémy. Marois, juste si tu peux te présenter, comme ça nous permet de nous projeter rapidement sur ta partie. Bonjour tout le monde, moi c'est Marois Abid, je suis responsable politique chez Sobre Énergie et donc je m'occupe du pilotage d'une bonne partie de cette activité sur l'accompagnement de nos clients sur leur étude énergétique et leur approche réglementaire. Donc avec toi notamment des retours d'expérience de la ville de Paris et de Euro Airport, qui est une infrastructure d'aéroport notamment. Voilà, donc je vais sans plus attendre, on va faire un petit sondage très rapide pour que nous connaissions et que nous puissions situer un petit peu votre degré de maturité, notamment par rapport à ce nouvel arrêté de valeur absolue 6 qui a été publié. Et donc, normalement, s'affiche sur votre écran une petite question très simple. Êtes-vous au clair avec les obligations clés de l'arrêté du 1er août? Alors, il est daté du 1er août 2025, mais il a été publié au 6 septembre de la semaine dernière, finalement. Et donc, est-ce que vous êtes au clair? Oui
ou non, ou finalement vous n'en êtes pas trop certain. Donc voilà, ça nous donne un peu une idée de votre degré de maturité. Et puis, on rentrera bien sûr sur les points essentiels avec Jérémy et Marois. Voilà, donc quelques secondes pour vous laisser vous exprimer sur ce point. Et puis, je vous rappelle qu'à la fin, bien sûr, il y a des questions. Et bien sûr, n'hésitez pas, normalement, dans votre interface, vous devez voir en fait un petit espace de chat où vous pourrez poser des questions d'ordre juridique, d'ordre métier, bien sûr. En tout cas, n'hésitez pas tout au long du séminaire. Donc on voit du webinaire, pardon. Donc on voit effectivement qu'il y a une très grande majorité et ça s'explique évidemment par la nouveauté et la récence de cet arrêté. Donc presque une majorité sur le fait que finalement il faut se mettre au clair sur ce sujet. Deuxième question, vous savez, on est dans le mois de septembre. Le mois de septembre de chaque année, c'est l'échéance réglementaire des déclarations, vous le savez. Et finalement, est-ce que votre organisation sera prête pour cette échéance du 30 septembre, c'est-à-dire la déclaration annuelle? Certains sont sur une routine, d'autres non. Donc voilà, oui, non, ça nous permet de voir si finalement, ce qu'on vient de dire, c'est que le dispositif éco-énergie tertiaire, avec ce dernier arrêté, passe en mode croisière. Donc là, tout le dispositif est terminé. Et donc maintenant, est-ce que finalement cette routine est bien ancrée chez vous? Est-ce que vous êtes prêt à faire votre déclaration du 30 septembre? Voilà, donc encore quelques secondes pour qu'on voit si cette routine est bien ancrée chez vous, si vous avez tous les process derrière, ou si, entre guillemets, il y a encore des choses à améliorer. Voilà, donc je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, effectivement, donc la routine semble plutôt bien en place, puisque vous y avez presque 60% des participants qui se sont mis, en tout cas, ils sont prêts pour le 30 septembre. Encore une petite minorité où il y a encore un job à faire. Voilà, donc sans plus attendre, je vais simplement vous rappeler quelques éléments de Sobre Énergie. Sobre Énergie, c'est un bureau d'études qui fait deux choses, à la fois de la prestation de services avec de l'audit énergétique notamment et de l'accompagnement en énergie management de nos clients qui sont des foncières, notamment la première foncière de France qui est la Poste Immobilier, mais aussi France Télévisions, mais aussi des collectivités locales ou des concessions automobiles. Bref, finalement un panel de clients assez diversifié et qui certainement est représenté sur cette audience. Et puis en même temps, nous sommes éditeurs de logiciels d'une plateforme qui s'appelle Datamark Neo. Voilà, cette plateforme qui permet notamment de suivre vos consommations d'énergie, de vous permettre d'atteindre vos objectifs au regard du décret tertiaire et enfin, surtout, de suivre vos travaux, on le verra, suivre vos travaux et leurs performances dans une démarche IPMVP ou encore dans une démarche de plan de mesure et de vérification. Donc voilà, c'est en quelques mots, nos actionnaires, La Poste et la Caisse des dépôts me permettent d'avoir une solidité et déjà d'opérer finalement un parc important en termes de supervision de parc tertiaire, puisque nous supervisons un peu plus de 16 000 bâtiments en France et nous réalisons environ 300 audits énergétiques par an ou d'audits de différents types en phase d'études pour les maîtres d'ouvrage. Voilà, en gros, en quelques mots, maintenant je vais simplement peut-être laisser la parole à Jérémy on va décrypter les bonnes pratiques juridiques du décret tertiaire. Je passe rapidement puisque je viens de résumer justement les éléments autour de Sobre. Et Jérémy, je vous laisse la parole pour refixer un peu le cadre réglementaire et les bonnes pratiques juridiques en matière de bail commercial. Et puis on enchaînera tout à l'heure rapidement sur les spécificités du valeur absolue 6. Merci Arnaud. Donc mon thème de ce matin porte effectivement sur le cadre réglementaire du décret tertiaire et les bonnes pratiques juridiques en matière de bail commercial. Le décret tertiaire, il est issu de la loi Elan et il s'inscrit dans le dispositif éco-énergie tertiaire. Ce dispositif vise à réduire la consommation d'énergie finale du parc tertiaire avec une mécanique de suivi des consommations d'énergie qui impose aux assujettis le 30 septembre de chaque année de publier leur consommation d'énergie finale par voie d'affichage ou tout autre moyen de
pertinents et de renseigner la plateforme Opérate qui a été mise en place par l'ADEME. Opérate va alors évaluer le respect des objectifs par l'assujetti en lui remettant chaque année une attestation avec une note sous la forme d'un logo, une feuille grise si on a été très mauvais, une feuille orange si on a été un petit peu meilleur, une feuille verte, 2 feuilles vertes et si on a été très bon, 3 feuilles vertes. On peut tout de suite dire que avec l'arrêté valeur absolue 6, qui a été publié le 6 septembre dernier, cet arrêté est venu préciser que jusqu'au 1er juillet 2026, la fameuse publication de la consommation d'énergie finale par voie d'affichage est facultative. L'arrêté vient dire uniquement par voie d'affichage et non pas par tous les moyens pertinents dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a un laps de temps, en fait, pour afficher à l'égard de ces personnels les consommations d'énergie finale. Sur ce dispositif, on parle bien ici maintenant de consommation d'énergie finale, c'est l'énergie utilisée, consommée. C'est toutes les consommations d'énergie finale qui sont visées ici, le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les sanitaires, la sécurité incendie, toutes les dépenses propres à l'activité concernée qui sont issues des factures. Et avant donc finalement d'entrer dans les pratiques, les bonnes pratiques, je vais ici exposer les objectifs, le champ d'application et le régime des sanctions du décret tertiaire. Sur les objectifs de réduction de consommation d'énergie peuvent s'exprimer de 2 manières, soit en valeur relative, soit en valeur absolue. Les objectifs qui sont exprimés en valeur relative le sont par rapport à une année de référence à choisir entre 2010 et 2019 ou la mise en place du bâtiment. L'année 2020 a été neutralisée compte tenu de la crise Covid. Et ces objectifs de réduction de consommation d'énergie finale seront donc de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050, et bien évidemment au regard d'un volume d'activité constant. Si l'on choisit au contraire d'exprimer les objectifs en valeur absolue, eh bien, ces objectifs sont exprimés par rapport à une consommation d'énergie seuil qui est définie au début de chaque décennie par arrêté. C'est le fameux, les fameux arrêtés valeur absolue et en dernier, au regard d'une activité en fonction d'une catégorie d'activité concernée. Donc, auparavant, on avait par exemple pour les bureaux l'arrêté valeur absolue 2 qui distinguait toutes les sous-catégories avec des bureaux standards, l'open space, le flex office, l'espace de coworking. Aujourd'hui, depuis le 6 septembre dernier, il faut aller voir l'annexe 1 de l'arrêté valeur absolue 6 qui définit toutes les valeurs absolues pour 2030, c'est-à-dire toutes les catégories d'activités qui étaient déjà publiées et qui les a compilées, ainsi que les activités qui n'y étaient manquantes. On va en parler un petit peu après avec Arnaud et Marois, à savoir les commerces, les cinémas, les services funéraires et les banques. On peut juste dire que entre le choix des valeurs exprimées en valeur relative ou absolue, généralement lorsque le bâtiment est moins performant, on va s'orienter davantage vers une expression en valeur relative, tandis que pour les bâtiments neufs ou récemment rénovés, on ira davantage vers des valeurs absolues, une expression en valeur absolue. Les objectifs de réduction de consommation énergétique peuvent être modulés également, donc, compte tenu de plusieurs choses. D'abord, d'un changement d'activité ou de volume d'activité dans le bâtiment tertiaire, par des variations climatiques, des contraintes techniques également, dès lors que ces contraintes sont justifiées par un dossier technique établi par un homme de l'art, ou encore parce que il peut y avoir des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale, dès lors que ces coûts sont justifiés par une note de calcul sur les temps de retour sur investissement. Et la première note de calcul qu'il faudra établir pour démontrer la disproportion économique devra être déposée au plus tard le 30 septembre 2027.
Enfin, dernier point rapide sur les objectifs. Pour le côté propriétaire, les objectifs de réduction de consommation énergétique peuvent être mutualisés à l'échelle de tout ou partie du patrimoine du propriétaire assujetti. Par exemple, si entre 2010 et 2030, le propriétaire de 2 bâtiments tertiaires qui a choisi les objectifs exprimés en valeur relative a réalisé une réduction de consommation d'énergie finale de 50% pour le bâtiment 1 et uniquement 30% pour le bâtiment 2, il peut réaffecter les 10% excédentaires de réduction de consommation d'énergie finale du bâtiment 1 sur le bâtiment 2 pour ainsi respecter l'objectif de réduction d'énergie finale de moins 40% en 2030 à l'échelle de son patrimoine. On va passer maintenant au champ d'application en tant que tel matériel du décret tertiaire. C'est donc le slide suivant. Le champ d'application du décret tertiaire est très large et il y a de très rares exceptions qui concernent notamment les constructions provisoires, les activités opérationnelles à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire. Plus précisément, le décret s'applique au propriétaire et ou à l'exploitant d'un bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments sur une même unité foncière ou un même site, existant ou neuf, d'une surface de plancher de 1000 m² qui héberge une activité tertiaire. Donc, héberger une activité tertiaire, ça veut dire une activité de service, qu'elle soit marchande ou non marchande. À ce titre, d'ailleurs, l'activité de recherche et développement n'est pas concernée par le décret. Il faudra faire un sous-comptage. Pour savoir si on entre dans l'activité tertiaire, eh bien, il faut se référer à la destination des locaux telle qu'elle est déclarée auprès du service de l'urbanisme. J'ajoute qu'un entrepôt est assimilé à un bâtiment tertiaire si les marchandises y sont stockées durant au moins 5 jours. Ensuite, sur l'application du décret, elle s'applique à un propriétaire et ou un exploitant. C'est ici un principe fondamental du décret, le principe de co-responsabilité, notamment du bailleur et du preneur à l'égard de l'administration. Chaque entité fonctionnelle assujettie doit déclarer les consommations énergétiques lui bénéficiant et qu'elle a générées. Le principe, pour une multilocation d'un bâtiment totalement tertiaire, un bureau, ou par exemple un bâtiment à usage d'habitation qui héberge des activités tertiaires sur une surface cumulée égale à 1000 m² de surface de plancher, eh bien, l'exploitant doit transmettre ses consommations d'énergie finale individuelles dans le local tertiaire, notamment l'éclairage du local ou tout autre usage spécifique. Il devra également transmettre ses consommations d'énergie finale qui sont les consommations réparties, c'est-à-dire ce qui bénéficie, dans le local bénéficie, notamment le chauffage collectif, le refroidissement des locaux, les consommations également des espaces communs, qui incluent les circulations et les ascenseurs. De son côté, le propriétaire ne devra transmettre que ce qui concernerait des consommations d'énergie sur les espaces annexes. Par exemple, une grande salle de réunion ou un amphithéâtre qui serait susceptible d'être loué à un tiers. Par exception à ce que je viens de dire, dans les centres commerciaux ou dans les galeries marchandes, le propriétaire transmettra à la fois les consommations des espaces annexes, mais également les consommations des espaces communs. Ce principe donc de co-responsabilité est fondamental parce que le preneur ne pourra pas se retrancher derrière l'obligation de délivrance du bailleur, car il est légalement, expressément soumis à l'obligation de réduire les consommations d'énergie finale et les parties doivent définir ensemble les actions qui sont destinées à respecter cette obligation. Un mot sur la notion de surface de plancher de 1000 m². C'est bien la notion au sens de l'article R111-22 du Code de l'urbanisme qui doit être considérée, c'est-à-dire la surface, la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu des murs.
J'ajoute que le décret tertiaire donc, est un attrape-tout. Dès lors que, à la suite de travaux, les locaux tertiaires considérés atteignent le seuil de 1000 m² de surface de plancher, le décret s'applique. Et si à la suite de ces premiers travaux, eh bien, la surface de plancher devait passer en dessous du seuil de 1000 m² de surface de plancher, l'application du décret est maintenue. Ne seront pas pris en considération pour la détermination de ce seuil de 1000 m² de surface de plancher au titre de l'assujettissement, la surface de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'immeuble tertiaire, notamment les ascenseurs, la chaufferie, la CTA, le local déchet, ou la surface de plancher des emplacements de stationnement, sauf s'il s'agit de places de stationnement à usage public. Sur les sanctions, maintenant, et j'exclus le fait que j'exclus ici les fausses déclarations, les infractions qui consistent à déclarer des consommations énergétiques notablement inférieures au relevé de consommation d'énergie pour bénéficier d'une meilleure notation éco-énergie tertiaire, ou les délits de faux usage de faux consistant à produire une attestation annuelle non délivrée par Opérate. Ici, je vais déjà parler de la non-transmission des données sur Opérate le 30 septembre de chaque année. Eh bien, ça donnera lieu à une première mise en demeure, possible du préfet, dans un délai de 3 mois, puis, à défaut de réaction de l'assujetti, une seconde mise en demeure avec un plan d'action sur 6 mois. Et puis, la fameuse sanction du name and shame, c'est-à-dire littéralement nommer et couvrir de honte, c'est-à-dire la publication du nom de l'assujetti sur une liste noire sur Opérate. Et ici, c'est véritablement l'idée que la transparence de l'information et la mise au banc de l'assujetti visent à impacter la valorisation de son actif, l'image et la réputation de l'assujetti, et ça va entraîner potentiellement des taux de financement plus élevés. C'est une sanction par le marché plutôt que par le pouvoir régalien, qui sera sans doute le levier le plus puissant pour inciter les assujettis, les exploitants, les propriétaires à améliorer les performances de leurs bâtiments tertiaires. Deuxième chose, les objectifs du décret tertiaire sont vérifiés, donc, on l'a dit, à la fin de chaque décennie, c'est-à-dire le 31 décembre 2031, le 31 décembre 2041 et le 31 décembre 2051. Le non-respect de ces objectifs pourra être sanctionné par une amende administrative par bâtiment concerné, qui sera de 1 500 € pour un assujetti personne physique et 7 500 € pour un assujetti personne morale. Enfin, depuis donc, le 25 août 2021, le Code de la construction de l'habitation impose aux vendeurs ou aux bailleurs de fournir une annexe qui est établie sur la base de la dernière attestation générée par Opérate. Dans l'arrêté valeur absolue 6, cette obligation est facultative jusqu'au 1er juillet 2026. À ce jour, il n'y a aucune sanction particulière prévue en cas de manquement à cette obligation de fournir cette annexe. Toutefois, toutes les sanctions de droit commun pourraient trouver à s'appliquer, c'est-à-dire la nullité du contrat pour réticence dolosive ou la réduction proportionnelle du prix en cas de vente ou une réduction du loyer en cas de bail. Maintenant qu'on a une vision du cadre réglementaire, je voulais avoir 2 mots sur les bonnes pratiques. Donc, il faut d'abord une répartition claire des obligations entre le bailleur et preneur dans le cadre du bail commercial, avec une indication des objectifs et de réduction avec des échéances, une mise en place d'un comité de pilotage, un plan d'action pour rénover les bâtiments, installer des équipements plus performants, notamment en système de LED. Il faut prévoir une communication réciproque des consommations annuelles. Cette communication s'impose au regard de l'architecture du dispositif éco-énergie tertiaire. Seul le bailleur, notamment, peut fournir au preneur l'information sur le nombre de kilowattheures d'énergie finale qui lui est affecté dans un bâtiment, même en présence de sous-compteur, ou le bailleur est le seul à pouvoir communiquer l'identifiant unique bâtimentaire qui permet d'avoir une racine dénominative unique des numéros et qui rend les lots cohérents entre eux pour faire la déclaration sur Opérate. De son côté, comme on l'a dit tout à l'heure,
c'est en principe au preneur et non au bailleur de renseigner ses consommations d'énergie finale individuelles, les consommations réparties et les consommations des parties communes. De la même manière, le bail va encore devoir prévoir l'organisation de la déclaration annuelle sur Opérate, avec éventuellement une délégation auprès d'un prestataire. Enfin, il y aura une publication et suivi des consommations qui sera indiqué dans le contrat, avec la mise en place d'audits énergétiques réguliers et des outils de suivi de réduction d'énergie. Alors, on peut envisager dans le contrat de bail des typologies de clauses un petit peu particulières. Ces clauses, ce sont des clauses de performance énergétique, avec l'obligation pour le bailleur de délivrer un bâtiment performant, l'obligation pour le preneur d'adopter de son côté des pratiques d'exploitation responsables, avec un guide d'utilisation de l'immeuble qui précisera les modalités d'entretien, de maintenance et même de réparation. On va s'intéresser également, dans le cadre du décret tertiaire, à la clause de travaux, et avec plusieurs problématiques. Quid du financement de ces travaux par le preneur, notamment la participation du preneur va-t-elle être à hauteur d'un pourcentage du coût des travaux visant à la réduction de consommation d'énergie finale, ou sera-t-elle égale à l'économie des charges générées? Et évidemment, dans ce second cas, il faut que le bailleur puisse avoir une idée assez claire de l'économie dont le preneur pourrait bénéficier via un audit que notamment Sobre Énergie peut réaliser. Sur la refacturation des travaux du preneur, ici, quand je parle d'une question de refacturation au preneur, c'est évidemment les travaux en tant que tels, mais également les frais d'audit, d'études et la rémunération des prestataires qui est concernée. Les travaux pourront être, d'une manière générale, refacturés au preneur sous une double condition. D'une part, que la clause qui transfère cette charge dans le bail au preneur soit suffisamment claire et précise, et d'autre part, qu'il ne s'agisse pas de travaux de l'article 606 du Code civil, c'est-à-dire de grosses réparations, qu'il n'est pas possible de faire supporter au preneur au regard des dispositions de la loi Pinel. Donc, on va s'interroger enfin sur les travaux parce qu'il va y avoir un impact sur les travaux qui sont effectués par le preneur sans financement du bailleur sur le loyer de renouvellement, étant rappelé que il peut y avoir un déplafonnement du loyer, c'est-à-dire une fixation à la valeur locative quand elle est supérieure au loyer en cours, en cas de modification notable des caractéristiques du local loué en cours de bail avec une double incidence. D'abord, il faut vérifier que l'accession des travaux au bailleur interviennent bien en fin de bail et pas en fin de jouissance du locataire. Et si les travaux qui sont réalisés par le preneur font accession au bailleur à la fin du bail, il faudra distinguer ici si l'on est en présence de travaux de mise en conformité qui permettent un déplafonnement du loyer dès le premier renouvellement ou de travaux d'amélioration qui permettent uniquement un déplafonnement du loyer uniquement lors du second renouvellement. Et c'est important donc de distinguer la nature de ces travaux puisque, en l'espèce, les travaux, notamment du décret tertiaire, pourront être considérés comme soit des travaux de mise en conformité, qui permettront un déplafonnement du loyer dès le premier renouvellement, ou au contraire uniquement comme des travaux d'amélioration. À titre d'exemple, on est dans des travaux de mise en conformité lorsque les travaux d'amélioration énergétique sont devenus obligatoires, typiquement au regard du décret BAX, qui impose un certain nombre d'obligations pour limiter les dispositifs énergivores, notamment sur les GTB. Là, on est dans de la mise en conformité. Mais si on est en avance de phase en termes d'amélioration énergétique, ce qui n'a pas encore été prévu par la réglementation, alors on est simplement en termes de travaux d'amélioration qui feront, et si ces travaux d'amélioration font accession à la fin du bail, le bailleur ne pourra s'en prévaloir qu'au bout du second renouvellement du contrat. Enfin, dans le contrat de bail, on regardera comme clause des clauses bonus-malus, notamment sur le loyer, en fonction du respect des objectifs de consommation par le preneur, dès lors que le bailleur s'est conformé à ses obligations. Si le bailleur livre et délivre un bâtiment performant, eh bien, le locataire
qui permet d'être en avance de phase au regard des objectifs qui ont été exprimés en valeur absolue ou relative, pourrait bénéficier d'une carotte via une diminution de son loyer. Au contraire, s'il est en retard sur les objectifs qui ont été convenus, alors on pourrait mettre une sanction sur le loyer qui pourrait être augmentée. Enfin, comme on n'en a pas déjà parlé, la clause, on pourrait prévoir dans le bail une clause visant à indemniser le préjudice au titre du name and shame si jamais le nom de l'assujetti est publié sur la liste noire d'opérate, alors le propriétaire, par exemple, qui est victime d'une certaine manière de ce que son locataire voit son nom indiqué, donc il pourrait avoir un préjudice pour sa réputation, eh bien il pourrait avoir une indemnisation à ce titre-là, d'une manière contractuelle. Voilà quelques clauses en termes de bonnes pratiques au regard du décret tertiaire. Merci beaucoup, Jérémy, pour ces précisions. Je vous propose, puisque le temps file assez vite, d'aller directement sur les nouveautés de valeur absolue 6. Sachez donc, et là, Jérémy, vous l'avez rappelé, pardon, dans le cadre du nouvel arrêté de la semaine dernière, vous avez notamment l'attestation qui est normalement intégrée désormais directement dans Opérate. Et comme vous l'avez rappelé, Jérémy, l'affichage est facultatif jusqu'au 1er juillet 2026. Donc là, vous voyez, c'est une copie d'écran telle que ça a été mis à jour, puisque cette copie d'écran a été faite hier. Vous voyez que l'attestation maintenant est intégrée directement dans Opérate et vous avez un affichage facultatif, je le rappelle, donc sur les locaux tertiaires. Après, ce sera bien sûr obligatoire. Jérémy, vous l'avez rappelé. Les éléments majeurs de mise à jour de cet arrêté, on le rappelle, c'est qu'on termine un cycle de définition des valeurs absolues sur notamment par le commerce, avec maintenant toutes les catégories qui sont complètes. Donc le commerce, bien sûr, qui était très attendu, avec 14 sous-catégories de commerce. Donc il y a un dialogue, puisqu'il y avait une période de consultation, notamment sur valeur absolue 6, qui avait été définie jusqu'à juin de cette année, et qui aboutit donc finalement à définir ces 14 sous-catégories. Donc vous le voyez, il a été pris en compte vraiment les attendus du secteur commerce, notamment avec des contributions des organisations professionnelles comme le Périfem, comme la FACT, enfin bon, bref, un certain nombre d'acteurs qui sont les interlocuteurs du ministère et qui ont abouti avec des études, des simulations thermiques dynamiques qui ont été faites pour chacun de ces types de sous-catégories de commerce pour arriver finalement à des formules, en tout cas de définition de valeur absolue, qui soient le plus adaptées. Donc, de toute façon, on verra à l'usage, mais normalement, ça doit permettre en tout cas de mieux atteindre, de tenir compte de l'effort et de tenir compte de la spécificité des secteurs. De la même manière, dans ce pot, puisque finalement le gouvernement était un petit peu dans l'urgence, puisque leur temps était plus que compté, ils ont quand même ajouté les éléments qui étaient manquants additionnels pour le cinéma, les services funéraires, les banques et certaines sous-catégories administration de bureaux de chaque catégorie d'activité. Donc, je vous laisserai parcourir ces éléments plus précisément, mais en tout cas, vous avez, c'est ça qui est véritablement aussi la nouveauté. Et ce qu'il faut maintenant avoir en tête, c'est que 100% des catégories disposent désormais de leurs objectifs et maintenant on passe en mode croisière sur le dispositif éco-énergie tertiaire, que les déclarations annuelles, plus l'affichage et les notes de chaque année, après le 1er juillet 2026, devront être obligatoires. Et donc, tous les impacts potentiels que a cité Jérémy peuvent apparaître soit en termes de transactions, soit en termes de négociations vis-à-vis entre le preneur et le bailleur. Voilà, donc un élément, un exemple sur les catégories de grands supermarchés. Certains peuvent être concernés. Donc, il y a toutes les zones climatiques qui ont été prises en compte. Je rappelle aussi que
les DOM-TOM ont été prises en compte dans le cadre de cet arrêté. Donc voilà, il n'y a aucun oubli, il n'y a pas eu d'oubli. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une avancée donc majeure. Voilà, autre nouveauté dans cette valeur absolue, la prise en compte, puisqu'il y a quand même une explosion, enfin en tout cas une augmentation de la consommation de gaz naturel liquéfié, notamment dans le cadre du contexte un peu géopolitique qui est le nôtre. Donc la prise en compte du nouveau tableau de coefficient pour l'ajustement climatique pour le gaz naturel liquéfié, considéré comme énergie primaire non renouvelable. Donc, les taux de conversion en énergie finale ont été ajustés et ont donc été ajoutés dans le cadre de cet arrêté. D'autres éléments, donc ça je le disais, le 100% des bâtiments assujettis couverts. Donc là, on bascule dans le passage à l'action maintenant, puisque le tableau complet des arrêtés est terminé. La dimension sur le commerce était particulièrement importante puisque la superficie estimée vis-à-vis du parc tertiaire en France quand même pesait assez lourd. Vous voyez 18% de la superficie du parc tertiaire, donc c'était quand même important. Et maintenant, et également en termes de consommation estimée par rapport au reste, quand même 17%. Donc là, maintenant, on arrive véritablement dans le passage à l'action et dans la démarche maintenant de supervision de la trajectoire. Le décret tertiaire, ça exige forcément des résultats et comme le rappelait donc Jeremy Goldblum, donc effectivement le marché va commencer à l'intégrer à partir du moment où il y a une transparence sur cette trajectoire qui est mise à disposition des potentiels acquéreurs ou des potentiels, enfin de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit pour du privé ou du public. Et là, il peut y avoir une sanction sur les prix des actifs. Voilà, donc pour cela, évidemment, une démarche de prise en compte et de définition des actions de performance énergétique dans le cadre d'une étude. Alors, les études ne peuvent pas forcément être réalisées sur tous les actifs, donc il faut avoir une démarche un petit peu d'entonnoir qui peut déboucher sur des actions à financer, des travaux à réaliser et dont il faudra bien sûr mesurer les résultats. Tout commence forcément par un audit énergétique. Un audit énergétique, voire également qui peut s'intégrer dans une démarche de modulation des objectifs. On va le voir tout de suite avec Marois, notamment avec quelques exemples. Il faut le savoir, la démarche, et nous, on le pousse en tant que Sobre Énergie, c'est le plus possible dans le cadre des suivis de travaux, d'avoir une démarche de performance énergétique avec une garantie de résultat. Pourquoi? Parce que derrière cette démarche de contrat de performance énergétique permet la plupart du temps de financer ces travaux, soit avec des tiers financeurs, si vous êtes sur du privé, soit dans le cadre d'acteurs publics, avec notamment la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, de manière tout simplement avec une démarche d'efficacité énergétique et un objectif qui est fixé. Donc, ce qui permet de lever un petit peu de l'argent à des conditions plus favorables si vous êtes en capacité de démontrer ou en tout cas d'avoir un schéma juridique qui vise un objectif d'économie d'énergie. Les CPE, effectivement, permettent en moyenne d'atteindre 30%. Et toutes ces étapes, finalement, de réalisation de l'audit, de définition des objectifs, d'élaboration d'un plan de mesure et de vérification, dans le cadre, par exemple, d'un contrat de performance énergétique, eh bien, permettent de rassurer d'éventuels tiers financeurs et d'obtenir des financements. Donc là, on mentionne des acteurs peut-être que vous connaissez dans le secteur privé quand même, comme la Sofiac, qui ont un modèle basé de tiers financeurs basé sur les économies d'énergie qui viennent finalement rembourser le financement apporté par ce type d'acteurs. Dans le secteur public, on est sur une démarche de produits financement type Intracting, par exemple de la Caisse de la Banque des Territoires, où vous avez des travaux qui sont finalement financés par la Banque des Territoires. On lève le frein du CAPEX. Bien sûr, il y a un remboursement, mais les économies d'énergie qui doivent finalement arriver vont finalement, sur le principe, autofinancer ce type de travaux, si bien sûr les économies d'énergie sont
rendez-vous. Pour cela, bien sûr, il y a des moyens de mesurer et de vérifier l'atteinte des objectifs. Voilà, ce type de module, Mon Éco-Performance, qui est vraiment une valeur unique sur le marché. Hein, si vous regardez les autres plateformes du secteur, ce type de démarche, nous, on est vraiment les seuls, en tout cas, on creuse cette valeur unique pour arriver à mesurer l'impact et le suivi des travaux et des actions de performance énergétique. Voilà, sans plus attendre, Marois, je te laisse la main pour rentrer dans le détail justement sur comment rentrer dans le pilotage fin des objectifs et arriver éventuellement à minorer un petit peu cet effort, surtout s'il y a des contraintes économiques, architecturales ou autres. Je te laisse la main. Merci Arnaud. On commencera peut-être avec une petite définition donc, du dossier de modulation qui est une flexibilité réglementaire visant à prendre en compte les différentes contraintes lors des démarches d'amélioration de performance énergétique. Étant donné que l'objectif du décret tertiaire, c'est évidemment d'encourager un maximum d'économies dans le secteur tertiaire, mais sans impacter l'activité des assujettis. Donc, on peut résumer cela en un ensemble de justifications faites par des experts afin de revoir l'objectif réglementaire à la baisse. Donc, une étude énergétique est évidemment nécessaire pour l'ensemble des étapes de cette démarche, quelle que soit d'ailleurs la famille de contraintes. Donc, pour cela, 3 familles de contraintes sont prises en compte et peuvent servir pour la modulation d'un objectif. Donc, on cite les contraintes techniques, architecturales et patrimoniales. Ce sont toutes les contraintes qui émanent du statut patrimonial d'un bâtiment, par exemple classé, ou aux alentours de bâtiments historiques, ainsi que les contraintes techniques relatives aux travaux pouvant causer des pathologies aux bâtiments, menaçant par exemple sa structure. On a les contraintes liées au changement d'activité. Ici, c'est une contrainte prise en compte directement ou automatiquement par Opérate si les indicateurs d'intensité d'usage sont correctement déclarés par l'assujetti. Et on revient sur la transparence mentionnée par Jérémy tout à l'heure, où cette transparence est bénéfique pour l'assujetti aussi si les déclarations sont faites correctement. Dernièrement, la disproportion économique, donc la réglementation a défini des seuils par type de travaux ou bien par levier de travaux à partir desquels les temps de retour sur un investissement deviennent disproportionnés aux yeux de l'arrêté. Donc, on a 30 ans pour l'enveloppe, 15 ans pour les travaux relatifs au renouvellement des équipements, par exemple remplacement du système central du chauffage, et 10 ans pour les systèmes de gestion active des équipements. Ici, on parle par exemple de la GTB, donc des systèmes dits BAX. Et là, les 10 ans, ça rejoint et ça rappelle un peu le décret BAX qui a le même seuil réglementaire pour avoir cette convergence entre ces deux exigences réglementaires. Donc, afin que la justification de la modulation des objectifs réponde aux exigences réglementaires, le dossier doit contenir d'abord une étude énergétique. C'est un audit énergétique analysant l'état de santé du bâtiment et permettant d'identifier toutes les pistes d'amélioration de la performance énergétique possible. Parmi les actions identifiées, des pistes sur l'efficacité de l'usage des bâtiments sont à mettre en évidence, par exemple réglage d'une GTB déjà existante, réduction des températures de consigne, coupure de CS quand ce n'est pas nécessaire. Également une identification des actions portant sur l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants est nécessaire. Par exemple, lancer des initiatives, des ateliers de sensibilisation comme l'atelier de la fresque de la sobriété et encourager ainsi un usage et un comportement des occupants qui permet de réduire les consommations. Et le point de départ de la constitution du dossier, donc c'est le scénario de référence qui est un programme de travaux permettant d'atteindre
l'objectif réglementaire en valeur absolue. C'est important de noter que le point de départ, c'est la valeur absolue avant de voir cet objectif à la baisse. Donc, il faut montrer qu'on est parti jusqu'au bout de la réflexion dans les pistes d'amélioration possibles et ensuite justifier pourquoi toutes ces pistes ne peuvent pas être empruntées. On parlera ensuite, on reviendra sur ces familles de contraintes. Et donc, selon la famille de contraintes évoquées dans le dossier, ce dernier doit comporter certains éléments justificatifs. À noter qu'un dossier de modulation peut être fait pour une ou plusieurs contraintes, mais ici, on parle de type. Donc, une note technique si des actions sont écartées pour contraintes techniques, typiquement la non-possibilité de remplacer un système de chauffage, etc. Un avis circonstancié d'un architecte pour toutes les actions portant sur l'enveloppe et écartées dû à un caractère architectural du bâtiment en question, que ce soit par l'intérieur ou l'extérieur. On va le voir avec un exemple concret de la ville de Paris. Une note de calcul de temps de retour sur investissement, donc c'est une justification du temps de retour sur investissement par levier, comme on a mentionné tout à l'heure, en mettant en évidence bien sûr les coûts qui ont été considérés pour ces actions, les économies qui sont estimées à travers une étude, une simulation thermique dynamique. Et quant au prix de l'énergie, ces derniers ils sont fixés par l'arrêté. Alors, comme évoqué tout à l'heure, le point de départ du dossier de modulation est un scénario de référence permettant d'atteindre la valeur absolue définie par l'arrêté pour le type d'activité en question. Donc, ce scénario est le résultat d'une étude énergétique qui est nécessaire pour constituer le dossier. Étant donné que cette étude permet d'identifier les pistes d'amélioration et calculer ces gains, comme mentionné, à travers une simulation thermique dynamique. Parmi les actions contenues dans le scénario, il faut écarter les actions touchant à l'enveloppe du bâtiment dans le cas, en tout cas, d'un bâtiment dont un architecte donne un avis circonstancié sur son caractère patrimonial. Ensuite, un calcul spécifique à l'aide de simulations est fait pour établir les TRI par levier d'action sur les actions restantes afin d'écarter pour chaque levier les actions qui font que le levier dépasse les TRI seuil donnés par l'arrêté, donc 30 ans pour l'enveloppe, 15 ans pour le renouvellement des équipements et 10 ans pour l'optimisation de l'usage. Et donc les actions restantes et ne pouvant pas être écartées pour contrainte constituent alors un scénario modulé. Donc la consommation surfacique du bâtiment à l'issue de ce scénario modulé, c'est ce fameux objectif réglementaire modulé. Et on peut voir sur la fin peu importe la piste qui est empruntée, l'objectif c'est d'obtenir un scénario modulé qui nous permet de calculer, d'avoir une estimation de la consommation du bâtiment. Maintenant, on peut donner des exemples concrets parmi nos retours d'expérience. On cite l'aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg, pour lequel un audit énergétique du parc a été fait par nos équipes, permettant de détecter les possibilités de modulation pour certaines EFA, dont l'activité et la nature de l'activité du bâtiment imposent des contraintes qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs réglementaires. Donc, on a pour un exemple d'un bâtiment dans l'activité particulière et ayant une
performance énergétique moyenne ne permet pas, en tout cas, d'atteindre les valeurs relatives. Tout à l'heure, on a parlé des économies possibles. Ça a des limites suite à certains travaux, surtout quand on part d'un bâtiment qui a déjà une bonne performance ou une performance moyenne. Donc pour la valeur relative en tout cas, et parfois il faut emprunter des pistes qui ne sont pas adaptées avec le site. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer dans ce cas-là. Donc l'étude que nous avons menée a permis d'écarter 4 actions sur l'enveloppe dépassant le seuil réglementaire. Une action pour le remplacement des équipements dont les TRI dépassaient les 15 ans. C'est une situation qui s'explique par le fait que les gains de ces actions n'étaient pas importants par rapport à l'investissement important nécessaire pour réaliser ces travaux. On a un autre retour d'expérience qui est légèrement différent parce qu'ici, on parle de combiner plusieurs contraintes. Donc ici, on cite la ville de Paris avec des bâtiments qui sont pour la plupart aux alentours de monuments historiques et dont les façades extérieures et même des éléments à l'intérieur présentent des caractéristiques qui ne permettent pas de mettre en place des actions pour l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment, qui fait que ces bâtiments ont des consommations plus ou moins importantes. Donc, on a traité un exemple d'une mairie. Donc, plusieurs actions sur l'enveloppe ont été écartées pour contraintes architecturales, notamment l'isolation des façades. Mais sur le même élément, donc la façade extérieure, on a écarté le remplacement des fenêtres à l'identique parce que les prix ont été élevés par rapport aux gains simulés. Ici, on voit très bien cette distinction et c'est important de ne pas partir dans une seule piste qui peut ne pas être justifiée, notamment les fenêtres. On peut avoir tendance à croire qu'un bâtiment qui est classé ou alentour de monuments historiques, il est exonéré par exemple du remplacement de fenêtres. En tout cas, si ce n'est pas justifié par un calcul précis du TRI avec une simulation de gain, cela n'est pas justifié par une note d'un architecte. Cela doit être justifié par une note de calcul de TRI. Dans cet même exemple, nous avons poussé également le détail à la séparation des actions du même type. Par exemple, l'isolation des murs intérieurs. Donc, il y a une distinction entre les zones qui sont impossibles à toucher parce qu'ils présentent des caractéristiques patrimoniales et entre les zones qui peuvent être touchées, mais dont les gains ne sont pas importants. Et donc, il était important de faire la distinction et cela ne peut être fait que par une étude bien précise avec un modèle solide qui nous permet de moduler cet objectif, entre guillemets, à la virgule près. Donc, une étude énergétique pour conclure et qui doit être solide, qui doit être précise avec toutes les justifications nécessaires est importante pour établir toutes les étapes du dossier de modulation, peu importe la famille de contraintes dont l'assujetti est contraint. Merci beaucoup Marois pour ces retours d'expérience qui sont un petit peu emblématiques en fait et qui, j'espère, apportent des perspectives à notre audience. Donc on a essayé de traiter de manière assez large finalement ce passage à l'action comme vous l'imaginez, en prenant en compte cette nouvelle actualité brûlante du valeur absolue 6. Donc je le rappelle quand même un petit peu en synthèse, quelques points clés à retenir. 100% des catégories maintenant disposent de leurs objectifs à 2030. Le suivi des données passe exclusivement sur la plateforme Operate, mais ça vous le savez. La période transitoire jusqu'au 1er juillet 2026, ensuite l'attestation numérique annuelle et l'affichage public
là, ce sera pendant cette période transitoire facultative, mais après, c'est obligatoire. Les annexes avec quelques nouveaux facteurs de conversion et un nouvel indicateur concernant le GNL. Voilà les éléments en synthèse qu'il faut avoir en tête. Je vous encourage, bien sûr, à poser quelques questions. On a un petit peu de temps, je suis désolé, on a un petit peu dépassé, mais on va essayer de prendre quand même ces questions. Si on n'a pas le temps, en tout cas, on reprendra contact avec vous. Donc, je vais essayer tout simplement de faire le premier arrivé, premier servi et de reprendre certaines questions. Alors, il y a des questions sur l'affichage dans le bâtiment sera absolument obligatoire ou une mise à disposition d'une version numérique de l'attestation est suffisant. Jérémy, vous avez en partie répondu à cette question, il me semble. Oui, tout à fait. En fait, l'affichage en tant que tel n'est pas obligatoire. Une simple mise à disposition par tout moyen pertinent suffira. Très clair. J'enchaîne tout de suite. Bonjour, certaines méthodes de calcul pour les valeurs absolues ont-elles changé? Alors, a priori, ça suppose que vous voulez dire des méthodes de calcul passées sur les valeurs absolues, bah, ça ne va pas changer. Par contre, s'introduisent des nouvelles, bien sûr, pour les valeurs absolues 6 et pour les catégories, les sous-catégories, les 14 sous-catégories de commerce qui ont été nouvellement publiées. Mais a priori, pour le passé, ça ne va pas changer et il n'y a aucune raison que ça change. Et j'ajoute juste, Arnaud, qu'il y a une annexe 2 qui prévoit des coefficients de raccordement qui a été rajouté dans cet arrêté valeur absolue 6. Alors, effectivement, donc on aura peut-être des précisions à apporter. Alors, je vous le rappelle, on a un prochain webinaire également, justement pour accompagner notre audience sur la partie déclaration le 23 septembre prochain. On rentrera dans le détail dans une dimension plus, entre guillemets, encore plus opérationnelle, avec un retour justement sur l'aspect plutôt déclaration le 23 septembre. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Alors, Jérémy, d'autres questions plutôt liées donc aux locataires. Les locataires occupant plusieurs bâtiments soumis au décret tertiaire peuvent-ils également répondre à l'échelle de leur parc d'exploitation où chaque bâtiment occupé doit respecter le décret tertiaire? Donc là, c'est attendez, c'est pas forcément bien formulé, mais les locataires occupant plusieurs bâtiments soumis au décret tertiaire peuvent-ils également répondre à l'échelle de leur parc d'exploitation? Vous avez répondu, je pense, sur ce Je point. comprends que c'est le principe de la mutualisation. En fait, la mutualisation n'est permise ici qu'aux propriétaires assujettis, pas aux locataires, pas à l'exploitant. Ah, oui, tout à fait. OK. Donc, très bonne correction, bon point. Alors, qui est responsable de la non-déclaration des consommations annuelles sur Opérat, notamment si l'occupant ne donne pas suite aux sollicitations du propriétaire pour le faire? Ah, ça, c'est un point qui revient souvent. Eh bien, comme on l'a expliqué, le principe cardinal du décret tertiaire, c'est cette co-responsabilité entre le bailleur et le preneur. On aura une question un peu plus loin qui a été posée. Si chacune des parties, bailleur et preneur, joue le jeu, eh bien, chacune de ces parties, en tant qu'entité fonctionnelle assujettie, peut risquer de se voir appliquer les sanctions. Dès lors que l'une des parties, je pense ici au bailleur, qui ne transmettrait pas au preneur les informations nécessaires pour pouvoir faire ses déclarations sur Opérat, eh bien, et que le preneur peut, par exemple, acter de la faute du bailleur via des mises en demeure, eh bien, dans ce cas-là, le bailleur ne pourra pas se retrancher derrière sa propre faute, ne pourra pas se prévaloir de sa propre turpitude, et dans ce cas-là, l'exploitant-preneur ne sera pas sanctionné. Mais par principe, chacune des parties, que ce soit le bailleur comme le preneur, sont susceptibles d'encourir des sanctions s'ils ne se conforment pas aux obligations du décret tertiaire. Après, effectivement, difficile de faire bouger certains occupants. En tout cas, c'est des points qui reviennent souvent. Une question sur un secteur très très particulier du camping, notamment la classification des mobil-homes. Alors là, ce point-là, je n'ai pas la réponse, mais est-ce qu'on les considère comme des constructions provisoires? Et à ce moment-là, est-ce que ça pourrait éventuellement les faire sortir du dispositif éco-énergie tertiaire? Je ne sais pas si vous avez la réponse, Jérémy. Il n'y a pas de réponse dans l'absolu, il est difficile de répondre sans précision sur la notion de mobil-home. Effectivement, les constructions provisoires sont hors du champ d'application du décret tertiaire. Ensuite, le mobil-home, il faudra voir de quel type de mobil-home il s'agit, parce que si on peut effectivement l'assimiler à une construction qui n'est pas provisoire, eh bien dans ce cas-là, il sera soumis au décret tertiaire. Si on est au-delà de 1000 m² de surface de plancher de local tertiaire, il sera un local tertiaire. À défaut, il n'y aura pas d'application du décret. Très clair. Concernant les baux commerciaux en cours, ceux-ci doivent-ils être révisés en précisant les clauses décret tertiaire?
Alors, la loi s'impose à tous. Toutefois, il n'est pas obligatoire de modifier le contrat. Il n'y a pas d'obligation pour les parties. On peut simplement, toutefois, chaudement et très fortement le recommander, compte tenu de ce que l'on a expliqué lors de notre intervention, pour assurer une répartition la plus claire possible des obligations entre le bailleur et le preneur, voire améliorer la relation entre le bailleur et le preneur via des clauses particulières dont on a parlé tout à l'heure. Très clair. Une question sur les audits énergétiques. Alors, si les audits énergétiques ont été réalisés en 2017, ce qui est quand même assez ancien, enfin, voilà, limite, on va dire, est-ce qu'une mise à jour est nécessaire au regard du décret tertiaire ou sont-ils considérés toujours comme valides? Je ne sais pas si Marois, toi, tu as un avis sur ce point. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que le bâtiment a évolué? Est-ce que les occupants ont évolué? Enfin, il y a pas mal de questions qui sont liées à l'usage ou éventuellement des travaux qui auraient pu être réalisés entre-temps. Et effectivement, depuis 2017, enfin la piste la plus sécurisée, c'est de refaire l'étude pour prendre en considération tous les changements qui peuvent être faits sur le bâtiment. Mais il n'y a pas d'exigence réglementaire parce que c'est vraiment propre à chaque assujetti et de la trajectoire et comment il a géré la trajectoire de son décret tertiaire. Mais il est important de refaire l'étude dans ce cas de figure parce que ça reste assez ancien. Et allier ça aussi avec le suivi de ces consommations, comme a mentionné Arnaud, c'est le suivi fin de nos consommations, notamment à travers Datamark Neo, qui nous permettra de connaître, savoir ou non notre bâtiment il a drastiquement évolué pour refaire l'étude. Voilà, on est arrivé au terme. Alors, je suis désolé, on n'a pas pu répondre aux questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement vous prendre contact avec vous et essayer de vous apporter les réponses les plus synthétiques possibles dans le cadre d'échanges par email. En tout cas, nous avons été très nombreux, en tout cas dans le cadre de ce webinaire, presque 300 connectés. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous n'hésitez pas donc à prendre contact également avec les intervenants, donc avec moi-même et bien sûr Jérémy Goldblum sur la partie vraiment accompagnement juridique. Et vous le savez, il y a encore maintenant, on passe à l'action et l'idée maintenant, c'est d'arriver à ordonnancer, suivre ces travaux et vérifier leur impact énergétique et la réduction des charges d'exploitation pour vous et la valorisation de vos bâtiments. Voilà, écoutez, je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne journée au nom de Sobre Énergie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.